Pallium, 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 Pallium. Leto se resserre sur Castelli. En proie à une véritable paranoïa, il a décidé de faire disparaître un maximum de preuves au cas où sa direction se retournerait contre lui. De leur côté, Ante et Mallory ont inspecté la cache de Maudrange, découvrant un véritable catalogue d'enfants trafiqués et destinés à la pédocriminalité, un mystérieux enregistrement d'une conversation avec une certaine Hermine, ainsi que les dossiers manquants au procès qui clôturait l'opération Panthère. Assaillis par d'atroces visions qui fracturent un peu plus la psyché d'Ante, les deux inspecteurs se préparent à quitter les lieux, alors que Léon s'apprête à interpréter son rôle le plus difficile, celui de père. Attention, ce podcast peut aborder des sujets matures et sensibles. Une liste de mises en garde est disponible dans la description de l'épisode. Bonne écoute. Léon, donc nous t'avions laissé après ton appel avec Ante et Mallory. Tu as envoyé un message à Audrey pour proposer d'aller récupérer Franck à la sortie de l'école. Et tu as reçu quasi immédiatement une réponse dans le pur style Audrey Lejean. Bonjour Léon. Quelle surprise. Franck termine les cours à 15h30. Tu peux le récupérer quelques heures puis le ramener à la maison. Merci. Je vais me connecter avec mon laptop usé au VPN du Pastillon et taper ma déposition et mon rapport suite à la fusillade. Rapport classique de on s'est fait attaquer, j'explique que voilà, suite à une piste qui n'a rien donné chez les bijoutiers machin, où on est allé, j'omets quelques détails dans mon rapport, j'omets la partie où j'ai un petit peu embrassé son bureau, aux journalistes. Tout j'omets la partie où on m'appelle, 1 seconde avant que la fusillade commence. Et sinon pour le reste, je mets tout dans le rapport, le nombre de balles, tout le nombre de balles tirées et cetera, et une fois que ça c'est fait, je l'envoie. Ça me prend pas spécialement longtemps parce qu'en vrai, j'ai l'habitude de les écrire ces rapports-là et surtout je suis très laconique. Enfin, je suis pas une rédaction et donc avec le temps qui me reste, je vais, sous la douche et juste je me lave longuement, à l'eau chaude pour essayer de décrisper tous mes muscles et un peu de laver tout ça, de laver la journée, là, de laver la matinée parce que là, en fait, il y a un autre masque qu'il faut que j'arrive à remettre et celui-là, ça va faire, quasiment 10 ans que je l'ai pas mis, donc il faut que j'arrive à avoir l'air d'un père. Très bien, tout ça se passe sans encombre, à l'exception d'une petite chose, c'est que pendant que tu es en train de taper ton rapport, tu reçois un mail sur ta boîte mail professionnelle. C'est un mail au nom de Julien Tessier. Tu reconnais le nom parce qu'effectivement, tu l'avais vu dans ton dossier, c'est le nom du psychiatre qui doit vous suivre au sein de l'unité Escaton. Inspecteur Castelli, bonjour, je suis Julien Tessier, votre thérapeute à venir tout au cours de votre opération. Je me permets de vous envoyer ce mail ayant essayé de vous contacter sur votre téléphone personnel au cours de l'après-midi. J'ai eu la surprise de tomber sur votre répondeur et n'ayant pas eu reçu de réponse, je me permets de vous signaler que les suivis psychiatriques sont obligatoires et que vous étiez tenu de me contacter afin de pouvoir en caler un. Aussi, j'aimerais que vous reveniez vers moi au plus vite de façon à ce que nous puissions en discuter. Tu as un numéro de téléphone qui est raccroché. Je me vois obligé de vous rappeler que, en cas de non-suivi thérapeutique, vos absences seront reportées à la direction du Bastion. Merci de me rappeler le plus rapidement possible, docteur Julien Tessier. C'est con, hein, j'avais réussi à me décrisper un peu. Ça me retend, immédiatement donc voilà, ma mâchoire qui était un peu moins serrée que d'habitude se resserre, mais bon le gars fait son taf, c'est juste que bon, j'ai pas le temps d'aller parler à un espèce de connard binocle, avec une voix mielleuse là, qui va commencer à me dire que, est-ce que j'ai pensé à la méditation et à faire des exercices de respiration? Ça me concerne pas ces conneries, mais bon, il faut.
Je prends sur moi tout en, me rhabillant, je constate que dans ma garde-robe, en fait, j'ai rien qui fasse très, qui renvoie l'image du bon père de famille d'un dimanche ensoleillé. Donc du coup, je remets juste des fringues, les mêmes fringues sombres habituelles, avec mon grand manteau, je mets mon holster quand même, mais vraiment sous mes habits, tout en sortant de chez moi et en refermant tout derrière moi et cetera. J'appelle, du coup, le numéro, je m'excuse, hein, oh là là, excusez-moi, j'ai perdu mon portable et on m'a tiré dessus, donc j'avais peut-être pas forcément envie, enfin, j'avais pas en tête de rappeler le médecin, quoi. J'avais d'autres préoccupations. Évidemment, oui, oui, on peut se caler, un rendez-vous quand il veut. De toute manière, j'avais prévu de lever un peu le pied, dans les jours qui viennent, pour m'en remettre. Je suis si triste dans ma vie, j'ai failli mourir, mon collègue a failli mourir, vraiment, moi ça me fait tout chose, hein. Oui, excusez-moi, inspecteur Castelli, peut-être que ma demande vous paraissait un petit peu hostile, mais comprenez que vous n'êtes pas le seul patient que j'ai et qu'il est fréquent que les officiers de police préfèrent ne pas venir me voir puisque ça les ennuie plutôt qu'autre chose. Mais je suis soulagé de voir que vous prenez au sérieux notre rendez-vous. Je peux vous programmer un rendez-vous de manière à ce que nous fassions un petit point. Sachez que il s'agit d'une formalité. Je comprendrais très bien que vous n'ayez pas envie de vous épancher. J'ai l'habitude. Calons un rendez-vous dans la matinée et nous parlerons de tout ça au calme. Et excusez-moi du dérangement. Pas de souci docteur, une fois que ça c'est fait, je vais à ma bagnole, je m'assure qu'elle est vide. Une fois que je suis rassuré qu'il y a rien, je me dirige vers l'école, de Franck. Et c'est un chemin que je fais très machinalement parce que, même si je lui parle pas et même si, j'évite de me montrer en fait, à sa mère et à lui, en fait je passe mon temps à les surveiller, sur mon temps libre. Donc du coup je sais pertinemment où est l'école, c'est un chemin que je fais très mécaniquement et je me gare même limite à la même place que d'habitude, Franck est donc au collège, il a 12 ans. Tu sais qu'il est rentré en année 5e et tu sais de la part d'Audrey que ça se passe pas forcément super bien en ce moment. Tu arrives donc à te garer donc à la sortie des écoles effectivement, pas loin du parking, où à cette heure-ci, il y a pas mal de parents qui attendent, les enfants qui terminent. C'est pas mal d'enfants qui rentrent tout seuls, tu du mal à comprendre ce monde, d'adolescents, préadolescents, qui crient très fort, qui, sont beaucoup trop grands à certains endroits, beaucoup trop petits à d'autres, qui, s'expriment parfois comme des adultes, mais qui clairement ont des voix d'enfants. Et puis, à un moment, tu vois un petit gars. T'as l'habitude de voir du coup de loin, dans un coin, posé contre un arbre, qui pianote sur son téléphone. C'est un grand échalas, pousse vite, il a un peu une poussée de croissance, ces dernières années. Il ressemble beaucoup trop à sa mère. Il a des cheveux auburn, qui ne coiffent pas, ils sont un peu longs, en foutoir. Il est habillé d'un sweat noir et d'un jean, il est en train de pianoter sur son téléphone, en vrai, moi je suis très content qu'il ressemble à sa mère. Je sais, hein, tous les reproches d'Audrey, ils sont tous justifiés. C'est moi qui ai merdé sur à peu près toutes les lignes possibles et inimaginables. Donc, en fait, je suis très heureux au contraire, qu'il lui ressemble à elle et pas à moi, même si c'est que physiquement. Parce qu'au moins, ça me permet de me raccrocher à une petite vague idée que, il y a peut-être un monde où il finit pas comme moi, quoi. Je passe un petit moment à le regarder parce que je sais absolument pas comment l'aborder. Je finis par me mettre un coup de pied au cul et j'avance vers lui, en essayant de me faire remarquer, ce qui normalement est pas trop difficile. Tu dépasses d'une tête, la plupart des gens autour de toi de toute façon pendant que tu marches, dans la rue, tu dépasses des parents qui te regardent passer en mode: «C'est le père de quelqu'un lui?» Franck relève la tête vers toi et en fait, malgré tout ce que tu viens de me dire que certes il ressemble beaucoup à sa mère tout ça, il y a quelque chose, au moment où il relève les yeux que tu captes direct et qui te poignarde un petit peu dans le cœur, c'est que malgré le fait que ses traits ressemblent à ceux d'Audrey, qu'il a les cheveux d'Audrey, ses yeux c'est les tiens. Il a pas l'air de savoir vraiment comment réagir. Il met son portable dans sa poche, il avance vers toi, les mains dans les poches, il te regarde, il est en train d'avoir une poussée de croissance, donc il est
assez grand pour son âge, il n'arrive pas du tout à ta taille bien sûr, mais il a pas besoin de lever beaucoup les yeux pour te regarder dans les yeux. Il te regarde arriver, Et il y a cette espèce de moment ultra awkward où, où personne ne sait quoi faire et du coup, de manière très, très gauche, je lui tape l'épaule, «Ça va gamin?» ouais, ça va. Et toi, papa? On fait: «Allez, j'ai vu avec ta mère, c'est moi qui te récupère, Elle m'a dit, ouais, elle m'a envoyé un texto. si tu veux on peut, passer, l'après-midi ensemble et je te ramènerai ce soir, Est-ce qu'on tente de hausser les épaules, en baissant les yeux au sol, OK. Tu veux faire quoi? Ah ça se passe bien! Là, j'ai quand même une petite arrière-pensée qui me dit: «C'est quand même vachement plus simple de péter les genoux d'un connard». Mais quand même, c'est quand même vachement plus facile comme interaction sociale, je chasse cette petite pensée et tout en, lui mettant une main dans le dos pour, commencer un peu à aller vers la bagnole et après je le lâche assez vite parce que je veux pas non plus trop le toucher. Et je lui dis que, on pourrait commencer par aller, discuter sur une terrasse, je sais pas, tu bois du café? Quand tu lui demandes s'il boit du café, il lève les yeux vers toi et il a une espèce de petit sourire, crispé, «Je me prendrai un coca». Pour une fois, j'essaie de pas prendre le premier troquet dégueulasse qui passe, j'essaie de prendre un truc qui ressemble un peu, pas un attrape-touriste, mais presque quoi, genre, un truc qui pue pas la merde quoi. Je veux pas un truc avec des gars de PMU qui fument des grosses gauloises, Dans ta très grande maladresse, tu te dis: «OK, il faut pas que je prenne un café qui craigne trop, il faut pas que je prenne un troquet de flic, il faut pas que je prenne un truc qui fasse trop touriste, mais il faut pas non plus que ça fasse trop». Donc tu prends effectivement un petit café d'une chaîne, qui est un peu impersonnelle, mais où c'est un peu calme et un peu familial, vous vous retrouvez à attendre, à faire la queue, dans là-dedans, et genre vraiment vous êtes pas du tout assortis en fait, vous calculez pas, vous parlez pas, de temps en temps il te jette un petit regard furtif et il détourne les yeux aussitôt. J'essaye quand même de meubler quand il y a un peu trop de silence, genre mais avec des questions de merde, ça se passe bien à l'école, c'est quoi ta matière préférée, comment ça se passe, je tente, hein, et tu une copine, ou un copain, hein, je Et à chaque fois tu as un peu des, ouais, non, ouais, le français je crois, Ah, c'est bien le français. ouais, 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 je pense que ma maman elle est OK pour que je fasse un bac L, donc c'est chouette, c'est chouette. Ben, c'est pas pour maintenant mais ouais, Non, mais c'est bien, au moins tu sais ce que tu veux faire, quoi. C'est bien d'avoir un plan, ouais, c'est bien, ouais. On va prendre un coca et un grand café noir sans sucre. Je pense que tu choisis une table qui est un petit peu tranquille, à l'écart, où vous pouvez être, tous les 2. Je vois très bien que je détonne beaucoup trop avec l'ambiance du coin et il y a beaucoup trop de gens qui commencent à me zioter bizarrement, Pour le coup, là où d'habitude j'en ai rien à cirer que, les gens, ils se disent: «Oh bon lui il a l'air chelou, lui il a l'air agressif», tout ça. Là je deviens très self-conscious sur le fait que, je suis vraiment le pire des pères au monde et c'est mieux si ça se remarque pas trop en fait. Vous êtes assis tous les 2 face à face dans une espèce de silence très tendu parce que chaque fois que tu essaies d'amorcer la discussion, Franck, fait des: «Ouais, OK, d'accord», et il y a un moment de silence. Tu sais pas d'où ça lui vient, mais il relève la tête vers toi et te dit, «Tu sais, tu pas obligé de faire semblant, hein, tu pas là, avant, si tu pas là après, enfin, j'ai l'habitude, quoi. Je sais que maman, elle t'a demandé, mais enfin, si t'as pas envie, de me voir, Je me frotte la nuque et je me gratte le crâne, parce que j'essaie de trouver mes mots. C'est pas ça, c'est pas ça Francky, j'ai essayé de faire en sorte que ça marche. Il faut croire que j'avais pas les épaules assez larges pour gérer, ce que je fais au quotidien et vous en protéger toi et ta mère,
Je sais que ça pardonnera rien, ça changera rien. Je sais ce que je vous ai fait. Je sais tout ce que j'ai raté. J'ai essayé. Je peux pas, vous éviter de subir, ce que m'impose mon travail et du coup, c'est ta mère qui a préféré, avoir le courage pour nous 2 de vous éloigner de moi. Faut pas lui en vouloir à elle. Tu le sais, de toute façon, elle s'inquiète pour toi, elle t'aime et tout ce qu'elle fait, elle le fait en pensant à ton bien-être et si tu dois, en vouloir à quelqu'un, il est devant toi, mais ne pense pas qu'à un quelconque moment, j'ai cessé de t'aimer ou quoi que ce soit. Moi, je m'en fous qu'on veuille mon bien-être ou qu'on me dise, comment je dois me sentir. Je m'en fous de ça. Moi, je veux juste savoir pourquoi on en est là, en fait. Je veux juste savoir pourquoi, vous parlez plus. Je veux juste savoir personne me dit rien. Je hoche la tête, je tombe mon café, je me lève, j'ai peut-être un moyen de te montrer. OK, d'accord. Je peux prendre mon coca? Je lui fais oui de la tête, je commence à me diriger vers la voiture. Je vais rouler, jusqu'à une salle de boxe que je fréquente et où je sais qu'à cette heure-ci, il y a pas grand monde, voire même personne. Je vais l'amener devant, des sacs de frappe. Il a besoin de dégager un peu de colère en lui. Enfin, Léon, c'est un bourrin, donc il est pas mascu toxique, mais quand même pas mal. Dans son esprit, très binaire, il se dit que, le meilleur moyen de montrer à, Franck pourquoi ça peut pas aller avec sa mère et pourquoi en fait peut pas être avec eux comme un gentil père de famille, c'est en fait de lui montrer qu'au fond c'est juste un bestiau et donc du coup il lui dit, voilà, une fois qu'on est installé devant les sacs de frappe, et cetera, je lui redemande, du coup, «Tu en colère?» Ouais, ouais, je suis en colère, ouais. Parce que t'es parti, parce que je sais pas pourquoi t'es parti, parce que maman, veut pas me dire, parce que j'ai jamais de nouvelles. Le seul truc que j'ai, c'est des cadeaux, d'anniversaire et de Noël, et que j'ai pas de mots de toi, je sais pas ce que tu fais, je sais pas ce que tu deviens. J'ai même pas réussi à te reconnaître parce que Et au moment où il dit: «J'ai pas réussi à te reconnaître», je balance un grand coup de poing dans mon sac de frappe. et il te regarde, dit: OK» et À ton tour. il te regarde, puis il met un petit coup, qui forcément est moins impressionnant que le tien, ça résonne un petit peu moins que toi. Tu es peut-être pas forcément si en colère que ça alors. Tu vois ton propre regard, dans ses yeux, en fait, et il remet un coup du gauche cette fois-ci, un peu plus fort, qui résonne un petit peu plus dans la pièce. Je dis juste: «Vas-y encore». Il recommence et si tu continues comme ça, le regarder, il te regarde du coin de l'œil et puis à chaque fois il remet un coup. Au fur et à mesure, il tape de plus en plus fort, ça résonne de plus en plus et tu vois qu'il commence, il y a des larmes de nerfs qui commencent à monter dans ses yeux pendant que tu le regardes. Et à un moment donné, voilà, je le fais s'arrêter et je lui dis: «Ce que tu ressens là, j'ai ça en moi tout le temps et beaucoup plus. Je vis avec, je dors avec. Ta mère a fini par comprendre que c'était en train de me bouffer. Moi, je m'en suis pas rendu compte. Elle a préféré s'éloigner. Encore une fois, je peux pas te demander pardon. Ne lui en veux pas à elle. Ne fous pas ta vie en l'air parce que j'ai pas pu être là, tu pas besoin de ça. Comment je fais alors? Comment je fais pour que ça s'en aille? Si je savais, on serait pas dans cette situation. Je pense que s'il y a bien quelqu'un qui peut t'aider là-dedans, c'est toi, c'est ta mère. Vous trouverez quelque chose pour te soulager de ça, mais je hoche la tête et je regarde la salle, moi c'est ça, mais ça suffit pas, ça suffit plus. J'ai songé à quitter mon taf à un moment, mais même ça suffirait plus. Donc si tu as besoin de crier, crie, si tu as besoin de frapper, frappe, mais Quand tu dis ça, il est tout raide en face à son sac. Vous êtes côte à côte. Il y a juste le son des sacs, qui grincent. Il sanglote pas, mais il y a c'est vraiment les nerfs, c'est des larmes qui coulent et il se contente juste de se rapprocher de toi
et il te prend pas dans ses bras, il pose juste sa tête au niveau de ton torse. Et c'est moi qui lui passe, un bras autour des épaules et je lui caresse le crâne avec mon gant là, en essayant et encore même pas, en me rendant compte que, j'arrive même pas, à avoir envie de pleurer. Et ça dure peut-être une minute, mais ça paraît interminable parce que tu sens vraiment il y a que de la souffrance, en fait. Il y a que de la souffrance et de la tristesse. C'est même pas de la colère, c'est juste du regret, quoi. Rien d'autre. Puis au bout d'un moment, il se défait de ton étreinte, il te pousse pas, mais il te se dégage un petit peu, puis il te tourne le dos, il enlève ses gants, il commence à s'essuyer le visage et je pense que j'ai besoin de rentrer. Je hoche la tête, et je lui dis, «On y va». J'attends qu'il sorte du bâtiment et j'envoie la plus pure patate dans le sac de frappe et je sors, pour le ramener, Le retour jusqu'à l'immeuble où, ils habitent avec, Franck, se fait vraiment dans le silence. Tu sens qu'il y a un peu moins de tension, de son côté, qu'il y a quelque chose qui est sorti malgré tout. Il regarde un peu ses pieds. Vous finissez par vous arrêter donc, Audrey vit en banlieue, pas tout à fait près, de Paris. Moyenne classe aisée, c'est calme, il y a de la verdure, il y a pas de bruit, vous êtes loin de l'agitation de la ville. Tu t'arrêtes devant l'immeuble. Pendant quelques secondes, il dit rien, il continue à regarder ses pieds, puis il te regarde en coin. On se revoit la semaine prochaine. oui, oui, la semaine prochaine. Et il te dit: «Est-ce que je peux prendre ton numéro? Si jamais, ça va pas?» Je lui donne le numéro, du burner numéro 2, celui avec le numéro d'Audrey. Hésite pas, n'importe quand, à n'importe quelle heure, s'il y a besoin, appelle. Il te jette un dernier regard, il ouvre la porte et il s'en va. Je voudrais revenir sur Ante et Mallory. En arrivant au bastion, il serait judicieux de mettre les nouveaux indices, vu que ce sont des pistes qui sont importantes à suivre et que Ante est dans une crise de panique absolue. Dans sa tête, tout s'enchaîne trop vite là. Je pense qu'il a l'impression de perdre complètement le contrôle. Je ne sais pas si c'est avec l'envie d'aller au rendez-vous ou pas, mais il y a aussi cette histoire de psychologue, psychiatre. Je pense qu'il va prendre rendez-vous mais qu'il va pas y aller parce qu'il s'attend à ce que entre temps, bah, il ait un coup de fil enfin et que ben, il y retourne et qu'il enchaîne directement sans avoir le break parce qu'il peut pas se permettre de leur dire non non j'arrive dans une semaine, laissez-moi souffler, je prends 3 jours de congé. Vu qu'il se dit que certainement il reviendra pas au bastion de suite, et les pistes qu'il a et les indices qu'il a, il se dit que du coup, par respect pour ses collègues, il va écrire au tableau donc les noms de Hermine, de Laurent, de Sophia. Bah, si ses collègues reviennent au boulot, lui il sait pas à quel point Castelli est dans la sauce, il sait pas à quel point Martial va s'en remettre vite, il pense que tout va bien pour Baron, donc pour lui, il met ça au tableau en mode bon, je laisse ça pour les collègues, ceux qui pensent que ces 3 collègues vont utiliser d'ici la fin de la semaine, quoi. Il a l'air quand même d'être dans une énergie de rapidité, de je veux me casser et je veux rentrer chez moi. Selon le temps que tu restes là, toi, hanté à écrire tout ça, Je pense que je reste genre un quart d'heure, le temps de bien mettre tout au clair, de laisser paraître en fait que tout va bien et genre je mets ça pour m'en rappeler, pour que quand je reviendrai demain après-demain, ce soit là, c'est un élément important. Mais en fait, au fond de moi, je me dis que bah, il faut pas que ça se voit par l'air de rien en me disant moi que bah, certainement c'est pas quand je reviendrai quoi. je pense pas que je te pose plus que ça la question de est-ce que tu vas bien. Enfin, c'est pas que je fais pas attention, mais c'est que il y a du temps qui est passé, donc et puis on se connaît pas si bien que ça. Me pose pas la question. Pour moi, si tu me dis que tu t'en vas, je le comprends parfaitement. Et puis, je reste un peu au bureau, un peu tout seul avec toutes les infos, en me disant bon bah Léon, il a pas l'air trop chaud de revenir demain, et Martial, c'est mort, donc peut-être que je le reverrai demain. Ante, t'es en train de marcher dans le parking qui te mène à ta voiture. T'as ton deuxième portable qui vibre dans ta poche. Tu décroches, c'est un numéro masqué bien sûr. Rendez-vous au 9 rue du Septentrion.
Bah, du coup, c'est plus rapide que prévu. Moi, dans ma tête, je m'attendais à ce que ce soit genre demain, mais bah, autant pas attendre, autant pas tout ça. Je fais un détour en rentrant chez moi. Mallory, tu te retrouves donc seul dans le bureau du Bastion. Ante vient juste de partir. J'envoie un message à Yann pour nous donner l'heure de notre rencontre de ce soir. Je donne pas l'adresse, hein, il la connaît. Je vais retourner voir le prof Lazare Mizraim. Parce que j'ai trouvé un livre et je voudrais lui montrer ce livre, voir s'il a d'autres informations pour moi et lui parler aussi des tableaux que j'ai pris en photo. T'envoies un message à Yann qui te répond à un simple OK avec un petit smiley. On va ellipser jusqu'à ton arrivée au bureau de Lazare Mizraim, qui, au moment où tu tapes à la porte et tu l'ouvres, est en train de ranger ses affaires. Il lève les yeux et te regarde et dit genre, ah, inspectrice Baron, c'est ça? Alors, je m'attendais pas à vous revoir aussi vite. Quel plaisir d'avoir votre compagnie. Oh, j'allais partir, mais je peux vous... Est-ce que vous voulez un thé, quelque chose? Non, merci, ce sera très rapide. Je viens juste vous montrer cet ouvrage. Je sors le livre. Il se rapproche de toi avec, en regardant de près. Il voit du coup les sigles sur le livre. C'est quelque chose qui a à voir avec votre affaire? Écoutez, c'est pas la question. Je voudrais, si c'est possible, consulter cet ouvrage avec vous, évidemment avec des gants et avec une très grande délicatesse, pour me dire si, vous avez, des infos complémentaires, concernant cette fameuse, légende dont vous m'avez parlé ce matin. Y a aucun problème, venez. Il tire une chaise de son côté du bureau pour que vous puissiez vous asseoir côte à côte. On dirait vraiment que c'est fait de manière très amatrice et quand il l'ouvre, il y a quelque chose qui te saute tout de suite aux yeux, Mallory. Et il y a écrit sur la page de garde, dans une petite écriture manuscrite un peu serrée, en célébration de notre collaboration, Laurent. Lazare voit ça, il relève la tête vers toi et te dit un ami à vous? Non, bien sûr, non, vous avez trouvé cela sur... Ça ne me regarde pas. Je me suis dit que peut-être... Bref. Il tourne la page un petit peu rapidement au départ. Tu devines rapidement qu'il y a... Ça n'a pas l'air de faire trop sens. Des genres de poèmes, il y a des symboles ésotériques de partout. Il y a des gravures, il y a plein de choses que tu as du mal à comprendre. Il est en train de regarder ça, feuilletant les pages. Vous m'avez dit que vous aviez trouvé ça où? Je ne peux pas divulguer cette information, monsieur. Non, non, bien entendu, mais... Et ce texte que vous m'avez fait lire ce matin... Et il ouvre une page, et le même poème est écrit sur cette page. Le même. Il te dit, c'est tout à fait troublant. Tous ces poèmes traitent de la course d'Opale, de la couronne, le miroir, l'épée, la clé. Vous voyez, on y voit une gravure qui semble représenter le... Je pense qu'il s'agit du premier roi. Il te montre une gravure effectivement qui te rappelle un petit peu les tableaux que tu as vus chez Philippe Maudrange. Cet être androgyne qui, cette fois-ci, dans cette gravure, tient son épée entre les mains. Il a la clé qui est suspendue à son cou. Le miroir qui est attaché à sa ceinture. Il a la couronne sur la tête. C'est très troublant et ça a l'air... ça a l'air très récent. Est-ce qu'il me serait possible de le conserver? Si quelqu'un pouvait avoir un air plus suppliant que cet homme, il en mourrait certainement. Vous comprenez, c'est dans un intérêt purement professionnel. Il y a beaucoup de détails que je n'avais jamais vus auparavant. Il me faudrait du temps pour tout décrypter. C'est-à-dire qu'il y a des éléments que là, vous voyez que vous ne comprenez pas? Il baisse les yeux, il te regarde, et cette fois-ci, il a vraiment un air très sérieux quand il te dit je n'ai jamais lu quoi que ce soit d'aussi détaillé, jamais vu aucune image entrer avec ce dont je vous ai parlé ce matin, qui soit aussi claire et cohérente. La personne qui a conçu cet objet, qui a conçu ce carnet, a des connaissances sur le sujet que je n'ai jamais vu personne avoir. Je sors mon téléphone, je lui montre les photos des 4 tableaux qu'on a vus ce matin dans l'appartement. Ces tableaux-là vous parlent? Est-ce que c'est une représentation du premier roi? Oui, regardez, il te remontre la gravure qu'il t'a montrée tout à l'heure.
Je dis: «Regardez, c'est le même personnage, c'est la même, c'est la même chose». Ça je soupçonne qu'il s'agit du premier roi en question, oui. Regardez, là, il parle d'une faille vers, quelque chose, une faille vers un passage. Il faudrait des jours pour tout comprendre, pour tout décrypter. Je me dois d'insister, inspectrice Baron. Je me dois de vous demander, de pouvoir étudier cet ouvrage plus en profondeur. Et puis peut-être que nous pourrions, je pourrais vous aider dans votre enquête en tant que consultant, bien sûr. J'accepte qu'il fasse une photocopie, mais je garde l'original. Des jours, ça va pas trop être possible. Si vous pouvez l'étudier le plus vite possible, ça me serait d'une grande aide. Oui, oui, bien entendu, bien entendu. Je ne sais pas quoi vous dire. Merci de tout cœur. Il s'approche de sa photocopieuse, regarde la page de garde, qui bug un peu dessus. C'est très étrange, mais cette écriture m'est familière. Je j'arrive pas à remettre. Bon, si ça me revient, je vous contacterai. Je ne sais comment vous remercier de l'opportunité que vous m'offrez. Je suis sûr que nous allons faire de grandes choses ensemble. Cet enthousiasme, moi, me laisse un peu perplexe, hein, parce que je suis pas du tout, heureuse d'avoir trouvé ces informations. C'est des choses concrètes de quelque chose complètement irréel qui est en train de m'arriver dans ma vie personnelle. Donc, que ce soit mêlé à tous ces crimes, à mon enquête actuelle et à mes états d'esprit et mes problèmes perso. Mais du coup, s'il reconnaît l'écriture, ouais, bah, si jeter un coup d'œil pour se rappeler qui c'est quand même, il va pas s'en rappeler de tête, il est pas si malin. Et de toute façon, pendant qu'il est en train de photocopier, il te regarde du coin de l'œil, il dit: «Je me dépêche, j'ai très hâte de pouvoir me plonger dans l'étude de cet ouvrage». Il a un petit temps qui s'écoule, un peu gênant, où il continue à te regarder du coin de l'œil en espérant que tu partages son enthousiasme et tu le regardes avec, genre un visage complètement fermé et du coup il comprend que ça ne sert à rien et il arrête, mais il reprend quelques secondes plus tard parce qu'il peut pas s'en empêcher. Puis il finit par te tendre le bouquin et te dire: «Ah, je vous remercie de tout cœur, officier baron, je vous appellerai dès que j'en sais un petit peu plus». Il te rend le bouquin puis il te tend la main. Je récupère le bouquin, je m'en vais parce qu'il est trop heureux. Tu rentres chez toi sans trop d'encombre, il te faut un certain temps pour, revenir, ce qui fait que, la nuit commence à tomber quand tu arrives à ton appartement. Il doit être 6h30, quelque chose comme ça. La pluie s'est un petit peu calmée pendant que tu étais en train de marcher dans les rues de Paris. En une journée, de travail, normale, elle a senti 2 fois cette, oppression glaçante dans ses os, dans son bide et sous toute sa peau, qui est assez, contraignant en soi parce que c'est pas quelque chose qui est arrivé, si fréquemment en une journée, en fait. Du coup, ça lui reste un peu en tête sur le trajet, ça lui reste de c'est pas bon signe, ça l'inquiète, ça la met mal à l'aise, ça lui rappelle des mauvais souvenirs, ça lui reste vraiment en travers de la gorge, en fait. Et sur le trajet, elle sait que, elle va arriver, peut-être après Yann. Parce qu'en général, il a un problème avec les horaires, c'est-à-dire que tu lui dis 19h, il est à 18h04 et elle repense en fait à la nuit d'avant, où elle s'est laissée un petit peu aller, où elle s'est un peu trop ouverte à son goût. Elle a un peu trop laissé paraître, de la sensibilité, elle a complètement oublié son armure ce jour-là. Et c'est pas quelque chose d'habituel, c'est pas quelque chose qu'elle a fait consciemment, donc en fait, elle est un peu genre, un peu mal à l'aise de: «Putain, mais merde, rien à voir ce mec, pas commencer à lui raconter ma vie, ou à m'attendrir non plus, quoi». L'état d'esprit, c'est qu'elle, rentre chez elle, en sachant très bien, qu'elle va faillir. Effectivement, tu arrives devant ton appartement et Yann, comme à son habitude, est assis sur les marches, et te regarde arriver, te fait un petit sourire et: «Bah alors, tu parti sans dire au revoir ce matin?» Oui, c'est pas une première, hein, je pensais que tu étais habitué. «Je pense que je m'y habituerai jamais tout à fait». On rentre à l'intérieur? Oh, j'ouvre la porte, on monte les escaliers, j'ouvre la porte de mon appart, je le laisse rentrer, je ferme derrière et j'enlève ma veste, je pose les clés et puis, je parle pas, je lui fonce dessus. Dans, les petites heures qui suivent, vous retrouvez l'un l'autre, sans vraiment vous parler, sans vraiment prendre le temps de vous exprimer sur, ce qui, vous habite, en ce moment, à part le fait que vous avez besoin de l'un de l'autre vraiment charnellement à ce moment-là. Là, je suis en mode full contrôle, je sais très bien ce dont j'ai besoin, je sais très bien ce pourquoi j'utilise Yann parce que la vérité est là.
c'est qu'il y a une grande partie de Mallory qui utilise Yann. Au bout de ces quelques heures, vous êtes nus tous les deux dans ton lit. Vous êtes certainement en train de vous fumer une cigarette en silence. Il regarde pas vers toi. Il se tire une latte. Alors j'aime bien nos petits rendez-vous nocturnes, mais est-ce que tu comptes me parler à un moment donné ou on n'est pas obligé de parler, hein, on n'est pas obligé de baiser non plus, mais si t'as envie, tu sais que je suis là. Je pense qu'elle souffle un peu. Oui, je sais. Je parlais pas forcément de comment tu te sens, Malo. Je parle aussi de boulot, tu sais. Emma, c'est toujours ma boss, hein. Je sais que vous traînez sur des trucs un peu compliqués avec ton équipe en ce moment. J'ai pas envie de te prendre la tête. Je sais que c'est compliqué, mais je pense qu'il faudra qu'on s'en parle à un moment, Malo. De quoi tu veux parler si c'est pas du boulot et... Ton frère, de ce qui s'est passé, Je pense que là, ça la saoule. Non, mais tu sais, on peut parler de ton frère, on peut parler de ce qui s'est passé. Là, la réponse, c'est en fait, il n'y a rien à dire. J'ai déjà un psy qui me casse les couilles avec ça. Ça n'avance pas. Ce qui s'est passé, ça s'est passé. Tu sais très bien dans quelle situation je suis par rapport à ça, ne serait-ce qu'au taf. Pas envie de remettre le couvert tous les quarts d'heure, en fait. Ok. Ben, pardon. Je peux rester quand même ou... Là, je pense qu'elle redescend un peu. C'est pas une connasse finie non plus. En fait, là, elle avait aucune raison de lui parler comme ça. Donc, elle lui dit en se redressant, en s'approchant de lui, en étant un peu plus délicate, tu sais que c'est compliqué, tu sais ce que ça implique et à quel point c'est douloureux à vivre, à quel point ça bousille ma vie actuellement et à quel point même moi je ne le comprends toujours pas. Et je sais que toi en face, t'es incapable de le comprendre et que franchement, je te comprendrais si tu ne le croyais pas. Parce que même moi, j'y crois pas. Donc en fait, c'est trop flou, c'est trop vague et c'est trop douloureux. J'ai pas envie qu'on s'emmerde avec des conversations comme ça qui tournent dans le blanc et qui servent à rien alors que je comprends rien en fait. Vraiment, je comprends rien, c'est tout. Je peux pas t'emmerder avec ça, désolé. Tu vois qu'il tique un petit peu, il est un peu plus nerveux en tirant sur sa clope. C'est juste que je m'inquiète pour toi, Malo, c'est tout. Il s'inquiète pour moi, bah oui, moi aussi je m'inquiète pour moi. Hein. Rien à faire, c'est... Mallory, elle est en désespoir, hein. Elle est en détresse sur toute la ligne, donc rien qui va, quoi. Donc son ami et amant qui lui dit « je m'inquiète pour toi », elle est en mode... On oublie. Si t'as envie de parler à un moment, tu peux. Si t'as pas envie, c'est pas grave, je suis là, quoi qu'il arrive, ok? Je réponds en l'embrassant à pleine bouche et en lui faisant comprendre qu'il faut qu'on passe à autre chose. À remettre le couvert, par exemple. Ce qui se passe jusqu'aux petites heures de la nuit, jusqu'à ce que vous épuisiez le peu de force physique que vous avez après une longue journée de travail bien éreintante. Allongés l'un à côté de l'autre après vous être dépensés physiquement, vous finissez par lentement vous endormir l'un à côté de l'autre. Mais avant qu'on se laisse, Mallory, j'ai une dernière chose à te raconter. Tu es en train de dormir très profondément. Petit à petit, le monde s'éloigne de toi. Tout devient noir. La dernière pensée consciente que tu as avant de rentrer dans cette espèce d'obscurité à perte de vue, c'est de comprendre tout d'un coup que tu es en train de te retrouver au même endroit que celui auquel tu te trouvais il y a de cela 6 mois. Tu sens du métal froid sous ton dos. Tu es nu. Quand tu baisses les yeux vers ton corps, tu vois que ton ventre est ouvert chirurgicalement. Tu es toujours entouré d'obscurité, tu sens juste l'acier sous ton dos, tu peux pas bouger. Tu es menotté à cette espèce de lit, ouverte complètement. Et tu vois une forme sortir de l'obscurité que tu reconnais instantanément. Une grande forme élancée, à la peau noire, comme si elle avait été noircie par des flammes, un visage émacié, sans aucun vrai signe distinctif à part 2 grands yeux noirs qui ne cillent jamais et dans lesquels semble bouger une obscurité qui ressemble à de l'encre de Chine qui bouge sans arrêt. Et cette forme se rapproche de toi, te regarde, se penche et te dit... Le moment est bientôt venu, Mallory Baron. Elle pose son doigt lentement, un doigt décharné qui se termine par une serre, au-dessus de tes lèvres, au niveau du creux. Et au moment où elle le fait,
Une lumière rouge transperce complètement l'obscurité et tu vois que le lit sur lequel tu es flotte sur une mer rouge qui s'étend à perte de vue. Et très loin, tu vois un pilier blanc qui sort de cette mer. Et la chose posée sur toi, juste avant que tu sombres dans un sommeil encore plus profond, te dit... Nous nous retrouverons dans la faille. Et petit à petit, tout disparaît autour de toi, tu sombres dans le noir le plus total, tu ne te réveilles pas. Nous reprenons en contrebas d'une petite ruelle perpendiculaire à un grand axe piéton. Alors que la pluie vient de s'arrêter il y a quelques instants. Il y a dans cette rue une odeur de cuisine super grasse, d'ordures qui s'élève dans les airs, alors que Antepozavets se gare non loin de l'entrée. Comme la rue est très étroite, Ante, tu ne peux pas manœuvrer à l'intérieur. Tu es obligé de descendre à pied jusqu'au lieu de ton rendez-vous. Et alors que tu descends, tu dépasses un panneau rouillé sur lequel est écrit « Rue du Septentrion ». Ante, il a un peu flippé du fait que il a quand même pas mal passé de temps avec Escaton dernièrement. Il se dit dans un coin de la tête que peut-être qu'ils veulent me mettre dans une cave là et me battre à mort et que dans 6 heures, je verrai plus la lumière, quoi. Point de vue extrêmement valide et valable. Et qui te traverse la tête alors que sous le ciel sombre, tu arrives à un croisement que tu t'apprêtes à dépasser, t'attendant à voir peut-être un groupe de bouts de vagie t'attendre. Je me dis qu'ils feront pas ça dans la rue, qu'il y en aura que 2 ou 3 mais qui vont m'attraper et me descendre dans la cave et que dans une demi-heure peut-être que je respire plus, ouais. Mais c'est pas ce que tu vois en dépassant ce croisement. La personne que tu croises, c'est un homme, cigarette aux lèvres, crâne dégarni, grosses lunettes, André Kabashi, ton contact avec les bouts de vagie, qui te fait un signe de main. Je pense que c'est la seule personne que ça peut me rassurer de voir. Hé, Urosevic, t'as reçu mon message, c'est bien, t'es venu vite. Bah ouais, dès que j'ai pu, ouais. Comment tu te sens? Ça va, ça va. Bon bah tant mieux, parce que c'est demain qu'on commence, mon pote. Ah, Rien de méchant, on va secouer quelques connards, toi et moi, on va surveiller quelqu'un. Mais rien de bien compliqué, je pense qu'ils sont encore un petit peu à ta... Comment vous dites en France? Ta période d'essai? bah, j'espère que ça va bien se passer du coup, mais j'ai confiance. Il fait quelques pas avec toi dans la rue, tu vois qu'il regarde quand même un petit peu autour de lui pour vérifier qu'on n'est pas en train de vous écouter. Le boss m'a demandé d'être avec toi au début pour te montrer les rouages. Je crois que tu l'as vu le boss de toute façon, costume blanc, grand sourire. C'est pas tellement présenté, mais bon, je m'attendais pas à ce qu'il me donne sa carte de visite non plus. T'as reçu un appel de Makina. Makina, qui est donc le surnom de Sofia Budvaj. Ouais. Il te fait signe de baisser un peu le ton, doucement quand on parle de ces deux-là. Ils me rendent un peu nerveux. Le boss, c'est son bras droit. C'est lui qui s'occupe de communiquer avec nous. C'est lui qui nous donne les ordres de mission. Je crois que tu lui as bien plu. Tendance à croire que c'est une bonne nouvelle, mais on verra si je me trompe. T'as vu l'énergumène, quoi. Oui, la communication a pas l'air d'être non plus forcément facile, mais tant que lui est clair, il n'y a pas vraiment besoin qu'on ait un échange, lui et moi. Ils t'ont fait faire quoi pour ton initiation? J'ai dû récupérer une mallette. Bon, je savais pas ce qu'il y avait dans la mallette et elle était gardée par un espèce de fou furieux qui avait vrillé, qui m'a attaqué. Bah, regarde, je pointe mon épaule. Bon, j'ai ramené la mallette et il semblait qu'ils étaient très contents de la récupérer. Des petits tests vicieux comme ça, ils t'en feront d'autres. J'imagine qu'ils t'ont pas averti d'où tu allais, ce que t'allais rencontrer, qui t'allais rencontrer, ni quoi que ce soit. Ouais, bah non, je suis au courant de rien. Et puis, enfin, c'en est même à me demander s'il y avait quelque chose dans la mallette autre que des lingots de plomb, quoi. Le boss, c'est le genre. Te demander d'aller tabasser quelqu'un, puis le lendemain de te demander d'aller lui chercher une pizza dans son resto préféré. Ah oui, adapte-toi, c'est comme ça tout le temps. Ouais, bah, de toute façon, je fais pas ça pour le plaisir. Ouais, pareil, il regarde furtivement autour de lui. Bon, le boss m'a dit que Makina avait l'œil sur toi. L'œil sur moi, ça veut dire quoi, du coup? Elle envoie des gens pour me suivre ou...
Non, mais c'est rare qu'elle contacte des soldats directement sur le terrain. De le voir regarder comme ça tout autour, ça commence à me stresser et je me mets aussi à regarder. Andrei, en vrai, on a parlé plusieurs fois, il a l'air d'être de confiance. Mais en regardant autour de moi pendant 10, 15 secondes, mon stress devient de plus en plus visible. Tu penses vraiment pas qu'ils m'ont suivi dernièrement, s'ils m'ont vu avec les autres flics et tout, je suis foutu là, non? Non, je pense pas. T'inquiète pas de ça. Sophia, elle a d'autres chats à fouetter. Bah, c'est ce que je me disais, qu'ils avaient d'autres choses à faire que de venir me suivre alors que je suis rien pour eux, quoi. Que tu me dises qu'elle a l'œil sur moi et tout, ouais, je voulais être sûr que tu pensais pas qu'il y a un problème avant même qu'on ait commencé, quoi. Bon, Makina, elle me stresse. Des 3 têtes de l'organisation, c'est celle qui me fait le plus peur. Quand le boss me dit qu'elle trouve que tu as quelque chose de spécial à ses yeux, Ça me fait un peu des frissons au milieu du dos, genre qui partent des épaules et qui descendent jusqu'en bas du dos. essaie de te reposer ce soir parce que demain on est parti, d'accord? Disons 9h, 10h, café des sports, là on s'était retrouvés la première fois, tu te rappelles? Ouais. Je te filerai les clés de ta planque avec son adresse, et ensuite on va bosser. Et je te filerai ce qu'on attend de nous sur le chemin, dans la voiture, d'accord? Ouais, ça marche. À demain. Ouais, merci. Ah, je t'en prie. Hanté, si jamais t'as besoin qu'on discute ou que tu stresses ou quoi, tu m'appelles. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je veux pas en rajouter sur ta gueule malgré tout, mais moi ça fait 10 ans que je bosse pour eux, d'accord? Et j'ai pas une place énorme dans l'organisation, je ne dois pas avoir une place énorme dans l'organisation, là où je peux donner les infos que je peux donner sans me faire trop remarquer, d'accord? Ouais, bien sûr. Et je peux aider les gens comme toi à faire leur taf efficacement, ok? Ah, ça fait 10 ans que je bosse pour ces fils de pute. Il y en a jamais aucun qui m'a contacté directement. Jamais. Donc, c'est cool, t'as son attention, c'est bien. C'est vachement bien qu'elle t'ait remarqué et que tu puisses monter peut-être dans les échelons rapidement, c'est super. Ouais, c'est le mieux qu'on pouvait avoir. Ouais. Méfie-toi d'elle et méfie-toi du boss. Il est un petit peu trop content que tu rentres dans l'équipe. Ok. Bon, te tends la main. Je lui serre la main. Allez, partenaire. Et repose-toi autant que possible, ok? À demain, bonne soirée. Sur ce, quitte les lieux, te laissant seul dans tes pensées. Et tu commences à sentir les gouttes de pluie retomber au-dessus de ta tête. Je fais un dernier coup d'œil parce que j'ai définitivement pris sa mimique de regarder partout autour et de regarder si j'étais pas observé. Marche arrière, je rentre direct chez moi. Je pars du principe que je vais pas revenir vraiment chez moi pendant un petit moment parce que là on parlait de récupérer l'appartement. Si je commence à avoir peur d'être suivi, donc je prépare un peu ce que je peux comme affaire, ce genre de choses que je laisserai dans le coffre de ma voiture et au pire si je dois aller récupérer des affaires, autant qu'on me suive pas jusqu'ici s'il y a un problème. Ça me permet de ranger un petit peu, ça me canalise un petit peu mon stress. J'essaye de pas aller me coucher trop tard, même si je suis un peu fébrile. Et c'est donc après ces quelques heures passées à t'organiser, préparer un sac, préparer tes affaires, cacher ton arme de service, préparer l'arme qu'on a préparée pour ton identité d'Urosevic, préparer tes téléphones prépayés, penser, faire le vide. Tu te centres avec toi-même. On voit Hanté allongé dans son lit. L'obscurité commence à poindre dehors. Il ferme les yeux. Et nous retrouvons Christian Lemoine. Le chef du bastion se tient au dernier étage de ce dernier, et il fait face à l'immensité de Paris, derrière une baie vitrée. Les nuages se font toujours aussi menaçants. Son visage est tendu, ses yeux ont pris une teinte sombre. Il y a une veine qui bat dans son front et qui semble sur le point d'éclater. Christian Lemoine est en colère. À travers les nuages qui lui font face, on voit un éclair se frayer un chemin. Soudain, quelqu'un toque à la porte. « Entrez !» grogne le directeur entre ses dents. Virgile ouvre la porte et fait quelques pas dans la direction de son supérieur, après s'être assuré de bien avoir verrouillé la porte derrière lui. Virgile parle. Baron et Posavets ont découvert une pièce secrète dans le bureau de Philippe Maudrange. La scientifique s'est occupée de ramener ce qu'elle a perquisitionné sur place. Pas mal de pistes prometteuses. Le maître est toujours à l'hôpital, ses jours ne sont pas en danger. Il devrait sortir dès demain. Une idée de qui est responsable ? Nous cherchons encore. Et Castelli, il cherche des informations sur ses collègues. Valentin Bog a rassemblé des dossiers à sa demande, notamment sur Yelena Posavets, ainsi que sur les inspecteurs Leroux et Baron. Il a aussi pris rendez-vous avec le docteur Tessier demain et demandé du repos suite à l'agression violente qu'il a subie aujourd'hui. Voulez-vous que je lui retire la permission ? Non. Laissez-le penser que nous sommes dupes.
Il est dangereux, nous risquons de perdre le contrôle. C'est alors qu'un spasme parcourt le corps de Christian Lemoine. Un rictus haineux déforme son visage, et en quelques pas, il parcourt la distance qui le sépare de Virgile. Lemoine fait alors face à son subalterne et le toise, la rage déformant ses traits. Nous ne perdrons pas le contrôle. Fais ton travail. Derrière ses lunettes, Virgile ne bronche pas, bien que l'homme qui lui fait face le dépasse d'une bonne tête. Bien, monsieur. Sans un mot, il quitte la pièce, laissant le directeur du bastion reprendre sa place devant la baie vitrée. Au-dessus des toits, la pluie recommence à tomber. Dans sa chambre d'hôpital, Martial Lemaître rêve. Sous la pression de sa tante, il a été installé dans une des meilleures chambres sous les soins d'un des médecins les plus brillants de son domaine. Malgré la gravité apparente de sa blessure et le choc qu'il a subi, Martial a eu la chance de voir le projectile qu'il a transpercé le traverser tout simplement sans toucher aucun organe vital. Et dès le lendemain, à condition qu'il se ménage, il pourra sortir de l'hôpital. Mais pour l'instant, Martial Lemaître dort profondément, et installé au fond de son lit, ses yeux fermés, profitant des effets de la morphine qui subsiste encore dans son système sanguin, il rêve. Cela fait longtemps qu'il ne rêve plus, mais son quotidien est envahi par l'irrationnel. Et la présence qui hante chacune de ces occurrences se fait de plus en plus proche. La douce somnolence offerte par son état lui permet de voguer lentement vers le néant. Mais quelque chose le tire de son sommeil. Une goutte noire tombe du plafond sur sa joue. Le contact avec le liquide froid lui fait ouvrir ses yeux gris. Pendant un instant, il ne comprend pas ce qu'il voit. Puis, sa conscience reprenant le dessus, il se met à trembler. La présence de l'être qui le fixe depuis le plafond est impossible à nier. Flottant verticalement, lui faisant face, se tient la chose que Martial fuit depuis la surdose qui a failli le tuer 15 ans auparavant. Les détails du corps de chair et d'acier lui échappent, car la seule chose qu'il peut regarder, ce sont les deux yeux noirs qui le contemplent au centre du visage d'albâtre de son bourreau. Deux yeux constellés de points lumineux, des galaxies qui tournent sans fin. Et de ses yeux coulent des larmes noires qui tombent sur le corps inerte de Martial. La respiration de ce dernier se fait plus difficile. Son corps ne parvient pas à bouger. Aucun son ne sort de ses lèvres. De la sueur envahit son front. Lentement, l'être descend vers sa proie. Mais la seule chose que cette dernière peut faire, c'est regarder sans pouvoir agir. Une main blanche, veinée de bleu, caresse la joue de l'homme allongé dans son lit d'hôpital. Et cette main serait presque belle si les doigts fins ne se terminaient pas par de sinistres crochets d'acier rouillé enfoncés dans la chair en lieu et place d'ongles. Jamais elle n'a été aussi proche. Le bout des crochets parcourt le visage de Lemaître en silence. Et soudain, les poumons de Martial se remplissent d'air, et il se tient assis dans son lit d'hôpital. La présence atroce a disparu. Il est seul. Et dehors, la pluie se remet à tomber. Je vis dans mon propre enfer. Et chaque jour, je vois les tours blanches me contempler depuis l'autre côté de la mer pourpre. Mais le moment approche. Bientôt, les hurlements parcourront les rues emplies de souffrance et de désespoir. Du sang tombera du ciel en trombes ininterrompues. Les étoiles seront des pluies noires d'où mes héros descendront semer des charniers partout où se taireront les innocents. Nous, prêtres du trône de la torture, avides d'arracher les paupières des fils d'Adam pour qu'enfin ils voient la vérité nue, qu'ils contemplent le calvaire de leur corps livré aux sévices qui leur sont dédiés. Les chairs meurtries, les esprits ravagés, les volontés réduites à néant, toutes passées au crible du tourment, purifiées par leur douleur, et mes ouailles rejoindront ma congrégation, et à nouveau, nous nous élèverons au firmament. Et nous prendrons notre place légitime. Cette saison de Néant et Opale se termine ici. Néant et Opale est une campagne pour Cult Divinité Perdue, écrite par Jericho, le maître de jeu. Cult est un jeu écrit par Peter Nallo et Robin Lienberg, édité en France par Arcane Asylum, avec Tommy the Cat dans le rôle de Léon Castelli, Cassidy dans le rôle de Martial Lemaître, Sully dans le rôle de Mallory Baron, et Ciaris dans le rôle de Ante Posavets. Ciaris compose aussi toute la musique de Pallium, et vous pouvez retrouver l'intégralité de sa musique sur Spotify, Deezer et YouTube. Pour nous soutenir, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok, mais aussi vous abonner à notre page YouTube,
likez, commentez, partagez, ajoutez à vos favoris vos épisodes préférés. Néon et Opal fait une petite pause, mais Pallium revient très très bientôt.